voudrais vous parler des Hébreux et du sionisme. Et notamment cette notion que j'ai lancée, que je suis en train de lancer actuellement, du franco-sionisme. Généralement, les gens, aujourd'hui, en 2017, croient que le sionisme renvoie nécessairement à la Palestine et à Jérusalem. C'est faux. Bien sûr, sur le plan étymologique, au premier degré, Sion serait en effet situé à cet endroit-là. Mais historiquement, le mouvement sioniste n'est pas omnubilé par son principe, par cette question de la Palestine. On sait très bien que Herzl, Theodor Herzl, qui a été un des moteurs, sinon le fondateur, ce qui n'est pas le cas, un des moteurs du mouvement sioniste, à la fin du XIXe siècle, dans les années 1997 et au-delà, n'était pas omnubilé par la Palestine. Dans son état juif, car oui, à ce moment-là, il dit il y a plusieurs options, on verra. Il y a la Palestine, il y a l'Argentine, il y a peut-être d'autres solutions. Donc, le sionisme, c'est avant tout le rassemblement des Juifs, mais ce n'est pas forcément le rassemblement des Juifs à Sion au sens littéral du terme, au sens géographique du terme. Premier point. Deuxièmement, quand on regarde, et effectivement, il y a actuellement des gens qui mettent en cause, pour des raisons politiques, la légitimité de l'État d'Israël, et leurs arguments ne sont pas complètement à rejeter, à vrai dire. Les Juifs, bon, le mot juif lui-même renvoie effectivement à la Judée, mais ça ne veut rien dire, un mot c'est un mot. Tout indique dans la Bible, au contraire, que les Juifs, alors il ne faudrait pas les appeler les Juifs, il faudrait les appeler les Hébreux, ou les appeler comme on voudra. Les Hébreux, disons, sans que ce mot ait nécessairement une signification intrinsèque, simplement un mode de désignation provisoire. Les Hébreux sont descendus en Canaan à l'époque d'Abraham, et ils sont venus d'Égypte en Canaan à l'époque de Moïse, 400 ans plus tard. Je vous rappellerai la fin du chapitre 11 de la Genèse. Souvent on laisse entendre que c'est Abraham qui est parti, qui a quitté Ur en Chaldée. C'est totalement faux. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ce n'est pas ce qui est marqué dans le texte, en tout cas. On dit que c'est en réalité son père, Terah, qui a décidé de partir. Alors donc, je vous rappelle, fin du chapitre 11. Il y a toute une famille qui est née à Our en Babylonie. Abraham prend pour femme Sarai, etc. Il y en a d'autres. Terah, son père, quitte Our en Babylonie pour aller en Canaan. Il emmène son fils Abraham et son petit-fils Lot, le fils de Haran. Il emmène aussi sa belle-fille Sarai, la femme d'Abraham. Il voyage jusqu'à Haran, et là, il s'y installe, et Terah meurt à Haran. Et c'est à ce moment-là que Dieu dit, au chapitre 12, le Seigneur dit à Abraham, quitte ta famille, etc. Donc, quand le Seigneur s'adresse
c'est-à-dire quand Elohim, quand Yahvé, plus exactement ici, je crois, quand Yahvé s'adresse à Abraham, il ne lui dit pas de partir d'Our en Chaldée, puisqu'ils ne sont plus déjà à Our à Chaldée, ils sont à Haran, c'est-à-dire à mi-chemin en quelque sorte. Encore qu'on ne sait pas très bien pourquoi ils devraient aller à Canaan. Ce n'est pas indiqué clairement. Bon. En tout cas, au fond, ils sont partis pour Canaan, et puis au fond, ils se sont installés à Haran, et ils n'ont pas été jusqu'en Canaan. C'est ce qu'on nous dit dans les chapitres 11 et 12. Mais Dieu s'adresse à Abraham, lui dit, non, non, ça ne suffit pas, tu ne dois pas rester à Haran, tu dois continuer jusqu'à Canaan. Donc vous voyez bien que l'origine des Hébreux ne se situe pas en Palestine. Hein, et que ce n'est pas Abraham qui a commencé le processus pour aller vers Canaan. Il est déjà engagé par sa famille. Et on comprend mieux dès lors pourquoi, quand Abraham a eu son fils Isaac, il l'a engagé à remonter sur Haran pour trouver une femme, qui sera Rebecca, qui ne veut pas qu'il épouse une femme de Canaan. Comme quelque chose, ça. Et de la même façon, quand Isaac a ses deux enfants, ses deux jumeaux, Jacob et Ésaü, Jacob va revenir sur Haran une fois de plus. Donc ce lieu intermédiaire entre Our et la Palestine, et Canaan. Et là, on connaît l'histoire, il va épouser successivement Lia et Rachel. Et après, il redescendra sur Canaan, où Ésaü l'attend, au pied ferme. Donc, on voit bien l'attachement, l'importance qui est accordée à Isaac et à Jacob pour qu'ils épousent des femmes de leur lignage, et non pas des femmes, donc de leur sang, je dirais, et non pas des femmes du sol, c'est-à-dire de Canaan. Alors maintenant, parlons du franco-sionisme. Il faut distinguer le franco-sionisme du franco-judaïsme. Pas du tout la même idée. Le franco-judaïsme, c'est tout simplement dire voilà, il y a des juifs en France, ils ont leurs spécificités, etc. Franco-sionisme, c'est bien autre chose. Franco-sionisme reprend les termes qui ont été utilisés entre 1917 et 1922 de la création d'un foyer juif quelque part, qui était également l'idée du mouvement sioniste. Ça. Rappelons que, un peu avant sa mort, Herzl, en 1904 ou 1905, avait accordé de l'intérêt et avait fait voter une motion favorable à l'installation de cet État juif en Ouganda. En tout cas, on ne sait pas exactement où était l'Ouganda, ce n'est pas l'Ouganda actuel, en tout cas ça faisait partie des colonies britanniques, de l'Empire britannique. Et donc, on montrait que ce n'était pas une obsession omnibilée par la Palestine, pour une raison très simple, c'est que comme l'Empire ottoman ne souhaitait pas, à la suite de rencontres qu'a eu Herzl avec le sultan, ne souhaitait pas cette formule, il fallait bien chercher ailleurs. Et comme la Turquie encore à ce moment-là était un empire considérable, il fallait s'éloigner. Alors il y avait effectivement, l'Angleterre je crois avait déjà récupéré plus ou moins l'Égypte, le Maghreb était français, mais bon, il y avait encore énormément de régions dans ce coin-là, y compris la Palestine, qui dépendaient de l'Empire ottoman. Et d'ailleurs, beaucoup de responsables juifs de Palestine avaient été formés dans le cadre de l'Empire turc. Alors,
le franco-sionisme, c'est l'idée qu'au fond, peut-être qu'il aurait été préférable, ou qu'en tout cas qu'il serait préférable à l'avenir, de considérer que la France a vocation à accueillir un foyer juif pour les juifs qui sont en demande. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé, puisque la France a reçu beaucoup de juifs quittant la Turquie sous Kemal Atatürk, ou quittant ou fuyant la Russie, ou fuyant l'Allemagne, etc. etc. Il ne faut pas oublier que la communauté juive française aujourd'hui est largement constituée de gens qui sont arrivés en France. Il y a une juive de souche française, mais c'est une minorité, dont je fais partie d'ailleurs. Et c'est pour ça que je suis disposé je me sens en légitimité de proposer cela. Et donc, le franco-sionisme, c'est-à-dire, au fond, l'option française est tout à fait intéressante. Alors, à l'époque où Herzl rédigeait son État juif, il y avait l'affaire Dreyfus. Et ça a probablement perturbé la réflexion de Herzl, qui ne pouvait plus proposer véritablement, enfin du moins il l'a pensé, la France comme solution. Le mot solution est en sous-titre de son livre L'État juif. Versuch einer modernen Lösung der Judenfrage. Tentative, essai de résolution, de solution de la question juive, solution moderne. Ça dépend des versions. Donc voilà, bon, donc ça n'a pas marché. On a beaucoup insisté d'ailleurs sur le fait que ça avait traumatisé Herzl de voir ce qui s'était passé à ce moment-là en France, et cette condamnation du capitaine Alfred Dreyfus. Dans ma famille, j'ai des Dreyfus aussi. Et donc il a abandonné cette option, et il a été plus proche de l'Angleterre, pour certaines mesures. N'oublions pas que c'est l'Angleterre qui avait pris les devants en 1917, avec la déclaration Balfour, le ministre des Affaires étrangères britannique, adressé au chef de la communauté juive d'Angleterre, Lord Rothschild. Et puis après, ça avait été adopté, entériné par la Société des Nations, qui donnait un mandat à la Grande-Bretagne pour créer ce fameux Jewish Home, ce foyer juif en Palestine. Ce qui, à mon avis, n'était pas une très bonne idée. Du tout. La France avait, on l'a dit d'ailleurs, j'ai dit d'ailleurs dans une autre vidéo, avait des lettres de noblesse à ce sujet, notamment avec cette fameuse émancipation des Juifs de France en 1791. Alors, finalement, il faut, pour comprendre ce que je dis, accepter l'idée que la France a une vocation impériale, a un destin, un profil impérial. Depuis toujours. Et notamment depuis le XVIIe siècle, avec la conquête du Québec, etc. Il y a eu plusieurs, on appelle plusieurs empires, puisque en 1763, la France a perdu une grande partie de son premier empire outre-mer, le traité de Paris, ce qui a fait que le Québec lui a échappé, et pas seulement le Québec. Et donc, on a eu un deuxième empire, en quelque sorte, avec Napoléon Ier, qui quand même a eu aussi l'expédition d'Égypte, et puis un empire qui s'est étalé largement sur l'Europe. Et puis il y a eu un troisième empire, qui a commencé d'ailleurs sous Charles X, avec la conquête de l'Algérie, puis il s'est relayé par la monarchie de Juillet et la Troisième République. Bon. Alors, on ne revient pas là-dessus. Bon. Donc la France aurait une dimension impériale, aurait un destin impérial,
Je renvoie à mes autres textes à ce sujet. Et à ce titre-là, elle serait parfaitement, tout comme l'Empire ottoman, capable d'accueillir une communauté juive importante. Pas seulement, aujourd'hui c'est déjà la communauté juive la plus importante d'Europe, avec le départ de beaucoup de juifs de Russie et d'Ukraine, mais elle a vocation, et à mon avis, la France devrait voter une loi qui facilite considérablement la naturalisation de tous les immigrés de religion juive, ou d'ascendance juive, qui voudraient s'installer en France, à différentes d'autres communautés ou d'autres groupes. Alors cela permettrait, ce franco-sionisme, ça permettrait d'équilibrer la présence arabo-musulmane en France, qui est 4 ou 5 fois plus importante que la présence juive, et ce serait, à mon avis, assez sain comme procédure. Et donc je crois que pour le XXIe siècle, parce que c'est ça qui nous intéresse, le franco-sionisme fait tout à fait sens dans le cadre de l'histoire d'une France qui assume son destin impérial, qui est capable de faire cohabiter en son sein une grande diversité de communautés, de religions, dans le même esprit que Henri IV, lorsqu'il a établi en 1598 le traité, l'édit de Nantes, qui a malheureusement été réfuté en 1685 par Louis XIV. Voilà, au plaisir.